Alors bonjour et bonsoir plutôt. Bonsoir à tous. Merci en tout cas de votre présence pour ce soir pour ce webinaire concernant le confort d'été en copropriété. Donc je vais essayer d'aborder ça pendant 1 heure. Ce que je vais faire, c'est que lors de la présentation, on va faire en sorte d'aborder différents points. Vous pouvez vous poser vos questions directement dans la partie échange, discussion. Et si jamais vous n'avez pas eu toutes les réponses à vos questions, vous inquiétez pas, il est toujours possible de nous contacter par la suite et on fera un résumé de ce qui s'est passé lors de ce webinaire. Alors tout d'abord pour le fonctionnement. Votre micro normalement et votre caméra sont coupés, c'est tout à fait normal. C'est pour éviter d'avoir, trop de problématiques de connectique et voilà des problèmes au niveau du micro, donc vous inquiétez pas, c'est normal, c'est fait exprès. Ensuite, il y a le chat donc converser ou échange, ça dépend pour certains en fonction de la version. Vous pouvez, comme certains le font déjà, envoyer voilà des messages. Pour toute question, merci d'utiliser cette partie-là et pour le diaporama et les questions, elles seront, fournies à la fin, on vous l'enverra, tout simplement par mail, donc vous aurez toutes les données. Vous pouvez prendre des notes, bien entendu, mais tout vous sera fourni. Et bien entendu, merci de votre bienveillance et courtoisie lors des échanges, afin qu'on puisse passer un bon moment ensemble et que qu'on puisse échanger. Alors tout d'abord, présentation de la LEC. Je ne sais pas si tout le monde nous connaît. Concrètement, la LEC Montpellier Métropole, qui nous sommes, donc c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat de Montpellier Métropole, qui est une association reconnue d'intérêt général et qui, elle, a été fondée en 2007, qui a pour but justement d'aider différents publics sur différentes thématiques, comme on va le voir. Et alors, attendez, il y a un petit bug, on me dit dans le chat, je vais régler ça. Hop, veuillez m'excuser. Hop, est-ce que tout le monde voit bien les diapositives? Ça a l'air bon. Parfait. Donc, ce que je vous disais, c'est que tout simplement, là, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Montpellier Métropole, c'est une association à but non lucratif, donc neutre, gratuite et indépendante. Et on a justement pour objectif d'aider et d'accompagner les projets sur l'émergence de projets de rénovation, d'économie d'eau, d'économie d'énergie. Et ces projets-là, ils vont avoir un impact direct sur les consommations énergétiques, principalement avec l'eau et l'énergie. Tout ce qui va être également travaux de rénovation, donc là, on va en citer plusieurs, hein. Les travaux de rénovation, ça peut être lié tout simplement à l'isolation du bâti, ça peut être le chauffage, la ventilation, l'eau chaude sanitaire et également la partie énergie renouvelable. Pour ce qui est des aides financières, on n'abordera pas cette partie ce soir, voilà, parce que c'est un autre volet, hein. Et il y a également la partie éco-gestes, qui est prédominante, on va dire et très utile, au quotidien, on va dire, dans tous vos usages. Alors, l'action de la LEC, pour qui? Concrètement, aujourd'hui, la LEC en agit pour les logements individuels, les copropriétés, professionnels, bâtiments publics, scolaires. Donc, on a vraiment une action relativement vaste. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on conseille, on va sur des visites de sites, on va en assemblée générale, on fait des suivis de consommation et également des animations et des sensibilisations tout comme ce soir, avec une animation spécifique en copropriété. Donc, la copropriété, c'est vraiment, l'impact en fait en copropriété sur la rénovation énergétique et sur ce qu'on va vouloir y faire. C'est là où on va vraiment devoir, avoir un objectif, relativement important et on a justement, une équipe en copropriété qui est désignée pour ce poste-là. Donc moi, je suis conseiller en copropriété, j'étais, en logement individuel auparavant et là, je vais pouvoir vous présenter tout ça. Avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous spécifier, qui on est en fonction, des différents échelons. Au niveau, Montpellier Métropole, on est l'ALEC de Montpellier. Au niveau Occitanie, on fait partie du réseau Rénov' Occitanie et au niveau national, on fait partie du réseau France Rénov', que vous avez peut-être déjà entendu et voilà, le réseau France Rénov', c'est le réseau du service public de la rénovation énergétique. Voilà pour cette partie-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous présente également le CAU 34, qui est le cabinet conseil d'architecture et d'urbanisme de l'environnement, qui lui a été créé il y a un peu plus longtemps par rapport au conseil départemental. Et le CAUE sont aussi investis d'une mission de service public dans le cadre et un esprit associatif. Donc vous avez le lien de leur site. Là-dessus, le CAU, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du conseil et de l'architecture, d'urbanisme, d'environnement, un peu plus global. Et ils aiment
forment et sensibilisent le grand public, font des formations pour les professionnels, pour les collectivités territoriales, pardon, et aussi le conseil aux particuliers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a différents acteurs qui gravitent voilà, autour de ces sujets de la rénovation énergétique et principalement aussi du confort d'été. Et on travaille tous main dans la main à ce niveau-là. Donc, si on a besoin des appuis des uns et des autres, ben voilà, on se connaît tous. Donc, c'est un réseau qui est facilité à ce niveau. Alors, pour les causes, là, on rentre cette fois-ci un peu plus dans le vif du sujet. Les causes. Qu'est-ce qui crée aujourd'hui les problématiques qu'on a par rapport au confort d'été? On a, bah, des surfaces bétonnées, goudronnées, donc là, on peut le voir en ville, hein, principalement un peu partout. Donc ça, c'est une des grandes problématiques, qu'on a sur les centres-villes, urbains, comme voilà, ici à Montpellier. Et qu'est-ce que ça fait tout ça? Bah, ça crée des îlots de chaleur urbains et avec le changement climatique, ça va pas s'arranger. Les îlots de chaleur urbains, je vais l'expliquer un peu plus en détail. Et au niveau du changement climatique, bah, qu'est-ce que ça va impacter? Ça va impacter tout simplement bah, le fait d'avoir des canicules plus longues, plus chaudes et plus problématiques, surtout pour le confort d'été dans les logements. Si aujourd'hui dans les logements on a une température trop importante qui dépasse les 27-28 degrés, voire plus, on a vraiment une problématique de confort d'été, pas spécifique à Montpellier, hein, dans toute la France bien entendu, mais ici principalement on a une région voilà, où il fait très chaud. Donc il va falloir effectivement, bah, réagir par rapport à ça. Et comment réagir? Parce que c'est vrai que sur un îlot de chaleur urbain, vous allez me dire, on n'a pas trop de possibilités d'agir. Effectivement, parce que l'îlot de chaleur urbain, c'est tout simplement le fait, bah, d'avoir un centre-ville, qui est assez dense, où il y a des bâtiments, où il y a vraiment des matériaux utilisés qui vont stocker la chaleur et il y a peu de présence de végétal comme on pourrait l'avoir sur la partie rurale ou périurbaine. Et là, la problématique que ça va poser, tout simplement, c'est qu'on va avoir une compression et une chaleur qui va être, dans la ville, qui va rester et cette chaleur, bah, la nuit, elle va pas diminuer. Donc là, la problématique vraiment première qu'on a à ce niveau-là, c'est que dans les centres-villes, on a la température la nuit qui ne diminue pratiquement plus. Et on est sur des périodes de canicule et c'est très problématique pour le logement et pour pouvoir rafraîchir son logement. Un autre effet lequel qui est très important, on entend souvent parler peut-être d'effet de paroi froide en hiver, mais là on est plutôt sur l'effet de paroi chaude en été. Aujourd'hui, quand vous avez vos murs ou vos plafonds, vos planchers, quand il n'y a pas d'isolation, la problématique c'est qu'on ne bloque pas la chaleur ou le froid. Donc, on va avoir du rayonnement solaire directement sur ces façades. Dans une façade, par exemple, sans isolation, avec des parois aux alentours de 35 degrés, c'est bien entendu des exemples, hein, les calculs ne sont pas exacts, avec un air à 25 degrés à l'intérieur, bah, il suffit d'additionner les deux et de le diviser pour en faire la moyenne. Et on a un ressenti à 30 degrés. Pourtant, l'air est à 25. Mais parce que les parois sont chaudes, et donc ça va venir réchauffer le ressenti au niveau du logement, et vous allez avoir plus chaud. Pourtant, l'air est plus frais. Avec isolation, on va venir diminuer la température de paroi. Donc là, par exemple, 30 degrés, on perd 5 degrés et ça nous permet d'avoir un ressenti aux alentours des 28 degrés, qui est quand même reste acceptable. Donc voilà, ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est qu'il ne faut pas prendre en compte que l'air voilà, qui circule en fait dans votre logement. Il y a aussi le global et ça, c'est vrai que c'est toujours plus complexe en copropriété de pouvoir intervenir à ce niveau-là. Mais on va voir qu'il existe des solutions et comment faire. D'autres paramètres influencent vraiment le confort d'été dans le logement. C'est tout d'abord la température ambiante de l'air et la température moyenne des parois, comme on vient de le voir. L'humidité relative de l'air, puisque plus l'humidité dans votre logement sera élevée, plus on aura cette sensation de moiteur, un peu comme on peut ressentir dans une soirée par exemple orageuse. Voilà, l'air est humide, chaud et c'est pas très agréable. Il y a également la vitesse de l'air. Si vous avez un ventilateur ou autre, ça permet de faire un déplacement d'air qui va vous faire ressentir une certaine fraîcheur. Ça ne va pas rafraîchir directement le logement ou un courant d'air tout simplement. Et bien sûr, le métabolisme et l'activité. L'activité dans votre logement, hein, si vous faites du sport par exemple dans votre logement, bon, ben, vous allez avoir de suite plus chaud. Il vaut mieux préconiser de faire ce sport plutôt très tôt dans la journée ou alors tard le soir. Et après l'habillement, bien sûr, comment vous allez vous habiller, ça va tout changer, il va falloir s'habiller en conséquence en fonction des saisons. Voilà, ça sera l'été, donc s'habiller en conséquence. Tous ces éléments, c'est des paramètres qui influent et qui peuvent paraître anecdotiques, qui peuvent paraître même simples, mais malheureusement, c'est des choses, voilà, qu'il est nécessaire de rappeler puisque ça peut vraiment avoir son impact et réduire, bah, les problématiques à ce niveau-là. Donc maintenant, je vous ai fait un peu le point sur cette partie-là, sur, ce qu'il est possible de faire, en tout cas,
soi-même et sur les causes qu'on peut avoir. Donc, on va pouvoir voir l'éviter comment la surchauffe. Il y a plusieurs possibilités pour cela. Donc, tout simplement, il y a une première, c'est isoler son logement, et également la ventilation, puisque la ventilation va elle, jouer le rôle de régulateur d'humidité pour pas avoir un air trop moite, comme on le voyait, et qui peut impacter le problématique de confort d'été. Alors, isoler son logement, ça passe par différentes possibilités. Tout d'abord, le plancher. Alors, ce qu'on appelle plancher bas, hein, ce sont les caves, les garages. Souvent, il est possible en copropriété de venir isoler à ces endroits-là. On peut également isoler les murs par l'extérieur, par l'intérieur. Il y a différentes techniques. La toiture également. Et c'est un des postes principaux voilà, où on a des problématiques de chaleur hein, pour ceux qui sont sous les toits principalement. Et les menuiseries. Alors au niveau des menuiseries, là, c'est des travaux, hein, qui sont privatifs, donc vous pouvez, avoir cet impact-là et changer vos menuiseries. Il y a quelques règles à respecter, nous les verrons par la suite. Mais effectivement, l'ensemble, de ces éléments-là, en termes d'isolation de logement, sont primordiales. Une isolation de logement permet de diminuer sa consommation énergétique, ça c'est un fait. Elle permet aussi d'avoir un meilleur confort l'hiver, puisque l'isolation va permettre de conserver et de stocker la chaleur à l'intérieur du logement, mais elle va aussi avoir son rôle sur le confort d'été. Puisqu'un isolant, en fait, il va apporter de l'inertie. Et l'inertie, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est par exemple, vous prenez l'exemple d'une ancienne bâtisse ou d'une église qui a des murs assez épais, des murs assez lourds en pierre, et ben il fait souvent frais, voire tout le temps, même pendant les périodes de canicule. Donc ça, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû à l'inertie des matériaux et au fait qu'ils soient relativement lourds. Donc quand on vient ajouter un isolant, on vient rajouter de l'inertie au bâti. L'isolant seul ne joue pas le rôle d'inertie pour tout, mais par contre, il vient faire un complément et va permettre de jouer son rôle sur tout l'été. Et bien ventilé. Alors les raisons, comme on l'a vu, ben, ça va être d'assurer une qualité d'air intérieur. Tout d'abord en apportant justement avec des entrées d'air qui sont au niveau des menuiseries. Donc s'il y a des changements de menuiserie, bien penser à mettre des réglettes d'entrée d'air au-dessus des menuiseries. Ça va permettre d'avoir une qualité d'air intérieur qui soit assurée, qui soit bonne. Et puis d'évacuer l'humidité. Donc on a des pièces humides, tout ce qui va être WC, salle de bain, cuisine. Ce sont des pièces humides dans lesquelles il faut évacuer l'humidité. Et donc la ventilation permet d'assurer ce rôle-là. Donc elle améliore le confort, la santé et limite les consommations des occupants. Donc au niveau de la ventilation, c'est vraiment primordial de bien comprendre une chose, c'est que lorsqu'on va isoler, on va rendre beaucoup plus hermétique son logement. Et lorsque le logement est hermétique, on va justement avoir moins d'air qui passe, moins d'air parasite, et c'est l'objectif. Donc il faut une ventilation pour assurer ça et pas avoir de problème d'humidité et de condensation. Si on n'a pas de ventilation adaptée, ben, vous pouvez avoir au bout de 3 4 semaines très rapidement des problèmes qui apparaissent. Voilà. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on a l'air intérieur hein, qui est 10 fois plus pollué en moyenne que l'air extérieur. Donc ça, c'est une source de l'ADEME. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, vous avez des COV, donc des composés organiques volatiles, qui sont des composés contenus dans la peinture, dans les revêtements qu'on peut avoir chez soi. Et ces composés-là, bah, ils vont venir polluer votre air et c'est important de les évacuer. Et 10 fois plus pollués, bah, parce qu'on passe beaucoup plus de temps, en règle générale, à l'intérieur de son logement qu'à l'extérieur. Alors, il va falloir éviter également la surchauffe avec d'autres possibilités parce que isoler et ventiler, c'est vraiment une base, mais souvent, bah, on va vous dire, par exemple, il y a peut-être des personnes ici qui sont en centre-ville et qui ne peuvent pas réaliser ces travaux-là. Donc, quelles sont les autres possibilités? Bah, ça va être tout d'abord de s'équiper de protection solaire. Les protections solaires, c'est vraiment pour but de stopper, en fait, si vous voulez, le rayonnement solaire avant même qu'il atteigne le vitrage. Ça, c'est vraiment une première chose à faire. Parce que si ça atteint le vitrage, ça fait effet loupe et ça vient réchauffer votre logement. Par la suite, il y a la question de la végétalisation de la copropriété. Donc là, à ce niveau-là, je détaillerai ce qui va venir, mais la végétalisation est un élément très important, comme on l'a vu quand on compare avec l'îlot de chaleur urbain. Ben, quand on est sur un milieu plus rural, on a une végétalisation plus importante et on a moins de problématiques. Je vous expliquerai à quoi c'est dû. Donc, s'équiper de protection solaire. Alors, il existe plusieurs protections solaires. On ne va pas toutes les lister, je vous donne les principales, qui sont les protections solaires extérieures et intérieures. Les protections solaires extérieures sont beaucoup plus efficaces. Comme on vient de le voir, elles arrêtent les rayonnements solaires avant même que les rayonnements arrivent sur le vitrage. En revanche, tout ce qui est protection solaire intérieure,
si vous en mettez, par exemple, des rideaux épais, qui peuvent permettre de contenir un peu plus la chaleur, à ce niveau-là, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre des couleurs blanches, des couleurs qui réfléchissent la lumière et on peut mettre également des films anti-infrarouge ou anti-chaleur sur les vitrages qui ont certes une efficacité, mais pas autant que des protections extérieures. Donc vous pouvez en voir quelques-unes. Il y a des volets, des stores, des brise-soleil, des casquettes. On verra plusieurs détails par la suite. Mais c'est vraiment très important justement de les installer. Et des logements qui n'en ont pas ont des grandes problématiques de confort d'été. Vous verrez un cas pratique en suivant. Et les protections solaires adaptées, comment on les installe? Comment on les met? Ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de l'orientation de votre logement, les protections solaires seront plus ou moins adaptées. On va prendre l'exemple, du sud. Au sud, effectivement, on a le soleil en été, qui est à midi, qui est au-dessus, donc une protection solaire type casquette solaire, donc c'est une avancée de toit ou storban qui est à peu près le même principe, niveau mécanique. On va avoir la possibilité de venir protéger cette façade-là et les parties vitrées et en protégeant cette partie-là, on va permettre quand même d'avoir de la lumière parce que c'est souvent la problématique. On entend souvent: «Bon, mais si je protège, c'est bien», mais la problématique principale, ça veut dire que si je ferme tous mes volets la journée, que je suis en télétravail ou, tout simplement que je suis à la maison, je vais rien y voir, je vais devoir allumer la lumière. Donc effectivement, ça peut poser des problématiques. Donc il faut adapter les protections solaires en fonction de là où on est. Par contre, pour la partie est et ouest, là où on a lever et coucher du soleil, le soleil étant plus bas, les casquettes et Estorban ne suffiront pas et il faudra des solutions comme on l'a vu précédemment, plus, on va dire, des toiles extérieures par exemple ou, des volets, qui vont se fermer, des volets amovibles, c'est tout à fait possible. Donc voilà, il existe plusieurs solutions, ça il convient de l'adapter en fonction de la copropriété, en fonction de son orientation, puisque l'orientation, vous n'aurez pas d'impact dessus. Votre logement, voilà, il est fait d'une certaine manière avec des façades orientées également. Et en fonction de ces orientations-là, on va pouvoir jouer sur les différentes solutions. On peut mettre la même solution sur chaque façade ou les adapter. Donc ça, c'est aussi une question vraiment relativement importante. Et la végétalisation. Alors la végétalisation, là vous pouvez voir c'est le quartier Vauban en Allemagne. Vous inquiétez pas, j'ai pris des exemples locaux par la suite, mais là c'était voilà, assez parlant. La végétalisation a plusieurs objectifs. C'est tout simplement d'avoir, une végétation qui soit relativement dense, donc sur des espaces comme on peut le voir aux abords de la copropriété, qui vont permettre d'avoir différentes strates. Donc les strates, c'est les hauteurs, hein, des strates plutôt basses, moyennes, hautes et en fonction, on va y implanter des arbres, des arbustes et des végétaux qui, eux, sont adaptés. Parce qu'effectivement, c'est bien d'installer, des végétaux, mais si ces végétaux-là, ils ne sont pas adaptés au climat, demandent beaucoup d'eau, alors qu'on a souvent restriction d'eau maintenant l'été et que par la suite, ils sont pas du tout adaptés et qui vont même, poser des problématiques. Par exemple, planter un arbre, trop proche d'un bâtiment, les racines peuvent être problématiques. Donc il va falloir vraiment étudier la question en amont pour s'assurer d'une bonne végétalisation pardon, des espaces et à ce niveau-là, pouvoir bénéficier du rafraîchissement. Puisqu'il y a de l'évapotranspiration qu'on appelle au niveau des plantes hein, l'été hein, pour réguler leur température qui va se créer, ce qui va créer aussi un peu de fraîcheur. C'est pour ça que quand on va dans les parcs, par exemple, on a cette sensation de fraîcheur. Un autre exemple de végétalisation, celui d'une cour intérieure. Donc là, c'est à Montpellier même, au centre-ville, une cour qui a été végétalisée. Donc c'est un système où voilà, les plantes sont grimpées au niveau du mur. Par contre, là, la problématique, c'est qu'après, les plantes peuvent attaquer le mur, pas structurellement directement, mais elles peuvent venir le dégrader. Le mieux, c'est d'avoir des systèmes de grilles en fait, qui viennent se fixer au mur, sur lequel le végétal pousse, et ça va faire une lame d'air juste dessous, qui va laisser circuler l'air, et avec l'évapotranspiration, qui va rafraîchir cette lame d'air. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et pertinent. On ne peut pas le faire partout, bien entendu. Il faut pouvoir l'adapter, c'est au cas par cas en fonction des copropriétés. Mais cette solution est intéressante et elle se réalise puisqu'on est au centre-ville de Montpellier sur cette photo. Donc là, on va avoir des plantes qui sont plus ou moins adaptées, moins de stockage de chaleur, un rayonnement solaire qui est bloqué, et on va pouvoir diminuer la température de la façade de quelques degrés. Et comme on l'a vu tout à l'heure, en diminuant de quelques degrés la température de la façade, on va avoir un meilleur confort d'été à l'intérieur du bâtiment. Autre possibilité, éviter la surchauffe. Alors sur cette possibilité-là, il y a les gestes utiles et les couleurs claires qui sont vraiment, indispensables. Alors toutes les autres solutions sont indispensables également, mais celles-là vont venir en complément et vont venir aider justement à aller plus loin, puisqu'on le sous-estime souvent, mais les couleurs claires des façades ou des toitures
Peint en blanc, par exemple, ou en couleur un peu plus claire en fonction de là où on est, ça va avoir un impact de réfléchir la lumière et cette réflexion de lumière est très importante. Si vous avez une façade, couleur très sombre, noire même, vous allez stocker la chaleur, donc ça peut être bien pour l'hiver, mais alors pour l'été, pas du tout, surtout pas dans nos régions et les gestes utiles, on va les voir et on va les détailler ensemble. Donc il y a la possibilité de favoriser l'aération au bon moment. Ça, c'est une première possibilité. Donc en journée, on ferme les fenêtres et on ferme les volets. Donc vraiment fermer les fenêtres, c'est pour la partie isolation, hein, et les volets, c'est pour que le soleil ne vienne taper sur ces fenêtres, comme on le disait, fasse effet loupe, vienne réchauffer votre intérieur. On laisse également les portes intérieures fermées si vous avez des, pièces plus exposées auxquelles il n'y a pas de protection, par exemple solaire, vous pouvez fermer ces pièces-là pour conserver laisser la chaleur que d'un côté. Le mieux restera tout de même d'installer des protections. Après, en soirée, la nuit et tôt le matin, c'est là vraiment où il faut profiter pour aérer et ouvrir ses fenêtres. Comme ça, lorsque vous aérez, vous allez faire rentrer de l'air plus frais, qui est là en ce moment, on le voit, hein, les températures sont montées. On est plutôt aux alentours de 24-25 degrés. Ça permet de faire entrer de l'air frais. Vous pouvez la faire circuler si vous avez un appartement traversant, avec justement des fenêtres d'un côté et de l'autre de l'appartement. Ou alors si vous avez par exemple un duplex ou un appartement à étage, hein, concrètement, vous pouvez entre le haut et le bas faire circuler l'air. Donc ça, c'est très intéressant et vous en profitez pour ouvrir l'ensemble des portes, bien entendu, à ce moment-là. Donc ça, c'est une des possibilités et des gestes utiles qui vont permettre justement, tout simplement, de favoriser une aération au bon moment. Déjà pour votre confort et puis aussi pour faire entrer de l'air frais. Donc limiter la température de l'air intérieur. Oui, mais comment? Tout simplement, là, on peut voir qu'il y a, des personnes dans un logement qui produisent de la chaleur, il y a le Wi-Fi, il y a les ordinateurs utilisés, l'éclairage, le frigo, la bouilloire, bon, et cetera. Tout ce qui va produire de l'énergie va consommer, d'une part, et va produire de la chaleur, va chauffer, et ça va causer des problématiques. Ces problématiques-là, ce sont lesquelles? C'est que ça va chauffer, et si on ajoute tous ces éléments-là ensemble, ce qu'on appelle des apports internes de chaleur, on peut le voir en dessous, on ajoute toutes les puissances du fonctionnement et on arrive presque à 1500 watts qui correspond au fonctionnement en puissance d'un radiateur. Donc c'est comme si vous avez un radiateur qui tournait chez vous en plein été. Alors bien sûr, voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée, hein, mais concrètement, il va être très important de limiter l'utilisation des appareils électriques qui sont très consommateurs. Bien entendu, on ne va pas faire tourner un four l'été, si possible. Et également, à ce niveau-là, vous pouvez avoir des systèmes de veille en fait, hein, tout simplement, ou ne pas utiliser les appareils très consommateurs au plein pic de chaleur pendant les canicules, comme l'ordinateur, si ceux-ci ne sont pas indispensables. Vraiment, voilà, ça c'est une limitation des températures et d'apport chaleur interne, ça concerne vous et vous seul, personne ne pourra le faire pour vous. Là, c'est vraiment vous qui avez cet impact. Donc en récapitulatif, là-dessus, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il fallait isoler, tout d'abord. Isoler le bâtiment dans son ensemble, c'est vraiment très important. Ensuite, il faut ventiler en parallèle pour avoir un air voilà, plus sain et également avoir pas ces problèmes de condensation, d'humidité et de moiteur qu'on pourrait avoir dans l'air, qui serait très désagréable. Protéger. Donc on isole, mais on vient aussi mettre les protections solaires au bon moment et adaptées. Et on aère quand même son logement. C'est pas parce qu'il y a une ventilation qu'on n'aère plus le logement, on a vu que ça a d'autres objectifs. Les bons gestes, bien entendu. On végétalise ça si c'est possible, donc il est intéressant de faire des points, ça peut être avec nous, le SAUE 34 comme je le disais tout à l'heure et les couleurs claires utilisées, sur les bâtiments, sur les rideaux et même sur les protections de façade. Parce que des fois, on voit des protections une protection solaire, mais qui est de couleur très sombre. Autant mettre une protection solaire avec une couleur claire, tout comme la façade, ça va permettre de réfléchir la lumière. Donc vous le voyez, il n'y a pas qu'une seule solution unique, hein, tout simplement pour pouvoir réaliser ces travaux, en tout cas ces solutions dans le bâtiment. Le confort d'été, aujourd'hui, c'est vraiment une question primordiale. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous cherchez des solutions et que vous avez peut-être trop chaud chez vous. Et effectivement, il y a une complexité qui va être liée à ça, c'est tout simplement, qu'on se situe principalement dans le quartier cœur de ville, hein, Écusson, Grand Cœur, où là, on va avoir des problématiques, en termes de travaux de rénovation énergétique, on ne peut pas faire ce qu'on veut. En termes d'installation, d'appareils, tels que des climatisations ou autres, non plus. Donc là, vraiment sur ces problématiques-là, il y a des aspects à prendre en compte, des aspects réglementaires et on y viendra en suivant. Alors, je vais vous montrer un cas pratique. Ce cas pratique, c'est une façade, isolée, donc sur une résidence. C'est une résidence étudiante qui se situe, au nord de Montpellier et ça a permis de diminuer pratiquement par 2 la consommation d'énergie. Donc
Là, c'est une résidence étudiante, donc les propriétaires, principalement bailleurs, hein, étaient ravis. Il y a également eu une diminution des entrées d'air chaud et d'air froid, puisque c'est l'objectif de l'isolation. Et puis, on a eu des couleurs claires qui ont favorisé le réfléchissement de la lumière. Donc, ces couleurs claires, bah, vous pouvez les voir, hein, on a une façade qui est assez homogène, avec des couleurs suffisamment claires pour ne pas stocker de chaleur. Et en plus, on a une végétation basse protégeant partiellement les ouvertures du rez-de-chaussée. Donc ça, c'était intéressant, même si cette végétation reste plutôt anecdotique, hein, on n'a pas une forêt devant le bâtiment, mais au moins, elle a le mérite d'être présente. Par contre, la problématique qui s'est posée, c'est qu'il n'y a aucune protection solaire. Vraiment aucune, hein. Donc on a même des cages d'escalier, on ne le voit pas sur l'image, mais on a des cages d'escalier qui sont entièrement vitrées. Donc on a une chaleur très 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 importante l'été avec les rayonnements solaires. On voit des rideaux intérieurs ou des stores, mais cela ne suffit pas en fait à protéger du soleil, hein, concrètement. Donc à ce niveau-là, bah, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bah, comme on l'a vu tout à l'heure, en fonction de l'orientation de la façade, proposer des protections solaires qui soient adaptées et qui conviennent. Malheureusement, on ne peut pas le faire à l'échelle. Alors, on pourrait le faire à l'échelle collective, il faudrait que ça soit voté collectivement, mais c'est toujours un peu plus complexe. Mais là, c'est à chacun de prendre les devants et de pouvoir installer ces éléments-là. Et puis, il faut vérifier architecturalement que ça soit possible en faisant une déclaration préalable à la mairie au niveau des autorisations, puisqu'à partir du moment où on verra, on modifie l'aspect en fait de la façade au niveau extérieur, ben, on est obligé voilà, de faire une demande à ce niveau-là. Donc là, c'est un cas pratique d'une résidence étudiante. Et puis, d'autres exemples que je peux vous montrer. Alors, c'est peut-être des bâtiments que vous allez reconnaître ou que vous habitez déjà. Proche de la gare, il y a un bâtiment assez récent qui s'est construit, qui permet justement d'avoir des casquettes en fait solaires grâce à ses formes arrondies, le bâtiment de gauche. Et il y a également des toiles en fait à l'extérieur qui viennent protéger le bâtiment. Et elles viennent protéger surtout les vitrages, comme on l'a vu. Donc là, c'est une configuration architecturale qui vient jouer ce rôle-là, donc c'est intéressant. Tout comme la résidence Épure à Saint-Jean-de-Védas, voilà, où j'ai une collègue qui loge, et justement, on voit qu'au niveau confort d'été, il y a des choses qui ont été mises en place. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une végétalisation des espaces, tout d'abord, donc avec différentes strates arborées. On a également des protections en termes de cascades solaires et des balcons qui protègent les autres. Et aujourd'hui, sur, la journée où on a des températures à 35, 36, sans climatisation, voilà, ils étaient à 28 dans le logement, ce qui permet de maintenir une température sans climatisation, bah, relativement alors, bien, on va dire. C'est sûr qu'on aimerait avoir toujours, un peu moins de température que 28 degrés, mais il faut aussi savoir que, voilà, on ne peut pas demander d'avoir 22 dans un logement, même en utilisant tout ce qu'on a pu voir, en fait, comme solution technique. Il y a quand même, voilà, une surchauffe qui est présente, le bâtiment réagit et donc il y a toujours un peu de chaleur qui rentre dans le bâtiment. Mais là, c'est une solution intéressante puisque avoir 28 degrés dans un appartement sans clim avec plus de 35 à l'extérieur, là, on est sur des solutions qui sont vraiment très pertinentes. Ensuite, pour ce qui est de la résidence Saint-Charles, qui est située à Montpellier, pas loin de la gare, on a deux styles de façade, c'est le même bâtiment, et la problématique là qui va se poser, c'est qu'on a des protections intérieures sur une des façades qui est située façade ouest. Comme on l'a vu, façade ouest, c'est vraiment les façades qu'il faut protéger dès le départ, puisque ce sont des façades effectivement, qui vont recevoir du soleil et là, quand on regarde la façade, il n'y a aucune protection si ce n'est des stores et des rideaux en fait, intérieurs. Alors ça va qu'ils sont de couleur claire, mais bon, comme on l'a dit, c'est pas le plus efficace. Ça va juste stocker la chaleur derrière le rideau, puis au bout d'un moment, ça finira par passer puisque le rayonnement solaire est bien présent sans protection. En revanche, de l'autre côté de cette façade, on a des brises-soleil orientables qui ont été mis en place avec des protections extérieures et alors là, on est sur quelque chose de plus intéressant, puisque on a justement cette possibilité de laisser passer la lumière tout en bloquant les apports de soleil trop importants et de pouvoir jauger ça pour les personnes qui sont à leur domicile, ne pas être dans le noir en permanence. Donc il y a eu deux choix en fait qui ont été réalisés. Est-ce que c'est un choix voilà, architectural ou de non-possibilité d'installer des protections solaires? Ça, on se renseignera, mais effectivement, on sait déjà que en termes de confort d'été, c'est très problématique sur la façade de gauche. D'autres exemples, la cité Saint-Roch, qui a alors un aspect assez original, qui ont des casquettes solaires et ces casquettes solaires sont arrondies. Elles permettent de protéger tout simplement, le vitrage en dessous, bien entendu, mais surtout elles ont des baies vitrées amovibles et ces baies vitrées amovibles, bah, elles ont leur avantage de lorsqu'on va faire, des courants d'air, bah, on va pouvoir vraiment aérer de part et d'autre et faire une aération, voilà
Et à ce niveau-là, on peut aussi fermer, ces baies vitrées pour justement, avoir un espace tampon au niveau de la chaleur et fermer la baie vitrée du logement, puisqu'on a un espace entre les 2 qui est le balcon. Donc là, c'est vraiment un système, relativement innovant qui fonctionne plutôt bien, d'après le retour qu'on a eu, d'une des personnes. Après, voilà, on n'a pas eu le retour de tout le monde non plus, mais, c'est une solution qui peut des fois être adaptée, dans certains logements. Après une autre copropriété qui se situe avenue de Lodève, où on a des Storban, donc ce sont les stores, hein, qui vont pouvoir se dérouler et avancer, qui ont le même principe que les cascades solaires, donc les avancées de toit. Et à ce niveau-là, bah, ça va permettre de protéger justement directement du rayonnement solaire et là, en plus, on est exposé sud, donc c'est vraiment l'utilisation parfaite du Storban pour cette orientation-là. Et on est sur une copropriété des années 60. Autre conception qu'on peut voir, ça va être la partie, de l'habitat participatif Mascobado, à Montpellier, pour ceux qui connaissent. Donc, là, on a différentes solutions qui ont été traitées, qui vont être tout simplement, la partie végétalisation, hein, pour commencer, qu'on peut voir qui est assez importante avec différentes strates, une partie arborée qui va permettre justement de créer un îlot de fraîcheur, cette fois-ci non de chaleur, à l'intérieur de la résidence. Et puis on a aussi cette végétation qui monte le long des murs et qui va permettre d'empêcher les rayonnements solaires directement de venir, bah, sur les vitrages et sous les balcons, avec, des balcons qui sont avancés et des terrasses assez imposantes qui vont permettre elles aussi, de protéger du rayonnement solaire. Et on a une casquette solaire tout en haut. Puis on peut voir, qu'on a une partie très vitrée sur la photo de droite, et cette partie vitrée, comment elle est protégée? Beh, ce sont des brise-soleil orientables qui sont utilisés, qui là sont très efficaces, avec des systèmes d'ouverture des fenêtres également, pour faire circuler l'air de l'un à l'autre. Donc comme vous avez pu le voir, là je vous ai présenté différents exemples, sur Montpellier, autant des exemples dans l'ancien, dans le neuf, dans le centre-ville. Donc ces exemples-là, ils ont pour but de vous montrer qu'il y a des possibilités. Il n'y a pas que des bâtiments neufs, il y a aussi des bâtiments anciens qui s'équipent. Effectivement, ces possibilités-là, ben, on voit bien qu'elles sont pas les mêmes à chaque fois. Il y a des similitudes pour certaines et pour d'autres pas du tout. Et bah, ça, c'est tout simplement parce que la rénovation ou le traitement du confort d'été, c'est vraiment unique à chaque bâti et c'est pour ça qu'il convient de faire le point sur chacun pour pouvoir, bah, choisir des solutions techniques qui soient adaptées et faire les bons choix par la suite. Alors vous allez me dire, effectivement, beh, si on ne peut pas isoler ou si les solutions présentées, on peut pas les faire, admettons, ou en tout cas on peut en faire quelques-unes mais pas toutes et même si on peut toutes les faire et qu'on a encore chaud. Ça, c'est tout à fait possible. Comme je le disais tout à l'heure, pour avoir vraiment un confort d'été dans son logement, il faut qu'il y ait une combinaison des différentes solutions que je vous ai présentées. La combinaison de ces différentes, solutions, va permettre, de maintenir la température à une température qui est relativement confortable. En revanche, c'est vrai que quand on a des canicules ou comme l'été 2022 avec, bah, des fortes chaleurs qui durent très longtemps, voire même, qui la nuit ne descendent pas, ce qui est le principe de la canicule, mais à ce moment-là, on peut avoir besoin d'éléments de confort supplémentaires. Alors en éléments de confort, on en a 2 principaux, hein, qui sont le ventilateur de plafond, voilà, s'il y en a qui ont déjà ça chez eux. Nous, au bureau, on l'expérimente, on l'a, dans la majorité des pièces, ce qui nous permet justement, bah, en fait, d'avoir un brassage de l'air et justement, bah, comme un ventilateur classique, d'avoir cette sensation de déplacement d'air et une sensation de fraîcheur. Là, actuellement, bah, je peux pas vous le montrer, mais en réalisant ce webinaire, j'ai un ventilateur de plafond qui tourne, au-dessus de moi et voilà, c'est très agréable et ça permet effectivement de maintenir un confort intéressant. Comme on le voit tout à l'heure, hein, ça va pas diminuer la température de la pièce, mais là, on est vraiment sur une recherche de confort. Après, l'autre solution, c'est aussi alors déjà de faire un test avec ventilateur de plafond si vous avez possibilité de l'utiliser avant de passer sur une climatisation. Ça, c'est tout à fait possible. Et pour la partie climatisation, il y a plusieurs possibilités. C'est cette solution, j'en parle en dernier, puisque effectivement, souvent, quand on a trop froid dans son logement, on dit bon, ben, je vais installer un mode de chauffage. Et quand on a trop chaud, on dit je vais installer une climatisation. Mais on pense pas à tout ce qui est en amont, tout ce que j'ai pu vous présenter. Donc sur la partie climatisation, mais quels sont les critères à respecter justement pour pouvoir en installer? Mais il y en a plusieurs. Il y a des autorisations administratives. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est que comme on le voyait tout à l'heure, sur les travaux qui vont toucher à la façade à l'extérieur, il y a une déclaration préalable de travaux qui doit être nécessairement déposée auprès des services de l'urbanisme en mairie et avec bah, justement les adresses de l'immeuble, etc., pour pouvoir faire cette demande et qu'elle soit acceptée ou non.
c'est très possible qu'elle soit pas acceptée. Il y a des problématiques d'ailleurs à ce niveau-là. Effectivement, quand on est en centre-ville, qu'on a un peu tout testé, qu'on ne peut pas installer, ces blocs, il y a souvent pas d'autres solutions et donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, il faut d'abord regarder, est-ce que l'unité extérieure est sur une partie privative ou non? Donc ce qu'on appelle les parties privatives, c'est principalement les balcons et les terrasses. Donc il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme à ce moment où on est là, mais par contre, on va avoir une autorisation nécessaire de l'assemblée générale, puisque ça vient toucher tout de même à la façade. Il va y avoir des trous qui sont percés dans la façade. Donc ça, c'est vraiment obligatoire et il va falloir vérifier également la destination des espaces communs. Parce qu'en règle générale, il y a un règlement de copropriété dans votre, copropriété tout simplement, qui désigne chaque espace, est-ce qu'ils sont privatifs ou individuels? Donc ça, il va falloir pouvoir regarder ça. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir une unité extérieure qui des fois est sur les parties communes, donc sur les façades ou en toiture, vous avez pu déjà le voir. Là, c'est toujours une résolution à l'assemblée générale, hein, qui est nécessaire et puis le copropriétaire doit envoyer un courrier recommandé au syndic en lui demandant d'inscrire cela à l'ordre du jour pour en faire la demande. Donc il faut passer par l'assemblée générale et bien entendu faire une demande auprès des services urbanisme de la mairie. Donc ça, ce sont les autorisations administratives aujourd'hui qui doivent être faites pour pouvoir réaliser ces démarches. Alors, je sais qu'on voit des climatisations un peu partout aujourd'hui. Malheureusement, les personnes, des fois, sont pas renseignées sur justement ces démarches-là. Et quelle problématique ça a? Puisqu'on peut dire: «Oui, mais mon voisin, il a installé, il a rien demandé à personne et puis il a mis sa clim». Tout à fait. Donc moi, voilà ce que je vous dis, bah, c'est la partie réglementaire, la partie légale. Après, si vous, en sachant ça, vous partez au-devant, de la réglementation et justement vous ne souhaitez pas faire les démarches, là, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que dès qu'il va y avoir une problématique sur la copropriété, et là, ça se passe sur beaucoup de copropriétés, on va vous demander tout simplement de déposer ce que vous avez installé. Donc il y en a certaines personnes qui ont payé, des devis 5 000 6 000 €, qui déposent 1 an après et qui ne pourront plus utiliser leurs appareils. Donc déjà, le premier abord, c'est ça et puis après, il y a bien sûr toujours des risques juridiques au niveau de la copropriété s'il y a une dégradation de l'immeuble. Donc bien entendu, on ne fait pas n'importe comment ces installations et puis on passe, par les différentes autorisations administratives qui, sont là justement pour, réguler tout ça. Alors au niveau climatisation, des choses importantes pour avoir une climatisation qui fonctionne bien. Tout d'abord, on essaye d'appliquer, les solutions qui vous ont été présentées. Donc voilà, hein, l'isolation, les couleurs claires, les protections solaires, l'aération, la ventilation, la végétation et j'en passe. Une fois que vous avez tout appliqué et éventuellement, pourquoi pas tester le ventilateur de plafond, mais la chaleur persiste, elle est encore là. Bon, on peut installer une climatisation qui là sera performante. Pourquoi j'insiste autant? Puisque la problématique aujourd'hui, c'est d'installer des climatisations, donc ce sont des pompes à chaleur à la base air-air, donc qui vont prendre de l'air extérieur pour venir chauffer ou refroidir l'air intérieur, ce qu'on appelle réversible. Donc ça a plusieurs noms, mais tout ça veut dire la même chose. Et en fait, quand on utilise n'importe quel moyen de rafraîchissement ou tout simplement, de chauffage dans un logement, la problématique qu'il va y avoir, c'est que si c'est pas isolé et si on n'a pas un logement performant, on va avoir des consommations très importantes. Des personnes qui, posent des clims dans des logements non isolés et qui l'utilisent, malheureusement pas correctement, pas de leur faute, hein, mais juste parce qu'elles ne connaissent pas ou on leur dit pas, on leur explique pas comment utiliser ces climatisations, ce qui va se passer, tout simplement, c'est qu'ils vont avoir une facture très importante en électricité, puisque ça sera très consommateur. Donc comment on fait pour ça? On applique les solutions qu'on a vues et on utilise correctement. On essaye de ne pas avoir plus de 7 degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait 35 degrés, on essaye d'être aux alentours des 28 degrés à l'intérieur. On va pas chercher à avoir 20 degrés. Sinon, déjà, on a une problématique de surconsommation au niveau de l'appareil. On peut avoir une problématique aussi de choc thermique, hein, quand vous rentrez, dans un logement où il fait 20 degrés alors qu'il en fait 35 voire plus dehors, ça peut créer des problématiques au niveau santé et ce n'est vraiment pas bon pour vous. Donc on utilise la clim, à partir du moment où dans les pièces on commence à dépasser 26-27 degrés. Ça peut être à partir de ce moment-là, si vraiment vous en ressentez le besoin. Le but n'est pas de l'utiliser, automatiquement, toute la journée et puis pensez à bien éteindre bien sûr l'appareil lorsque vous l'utilisez comme tout appareil électroménager, puisque ça sert à rien d'avoir une clim qui tourne en permanence et bien entendu l'entretien. Il faut savoir que un appareil quel qu'il soit, en particulier une clim, si elle n'est pas entretenue, pas nettoyée, que les filtres sont pas entretenus, on va avoir des problématiques par la suite, elle va moins bien fonctionner et ça va diminuer votre confort. Donc, est-ce qu'une clim peut résoudre vos problèmes? Oui. Il faut voir les possibilités d'installation, les réglementations
demander au sein de la copropriété et appliquer tout ce qu'on vient de voir là. Et vous allez me dire, bah, si on ne peut pas le faire parce que le bloc extérieur pose problème. Il y a aujourd'hui des possibilités qui s'appellent des clims monoblocs, qui permettent d'installer la clim directement au sein de votre logement. Donc il n'y a pas d'unité extérieure, donc ça c'est intéressant. Par contre, elles sont quand même moins performantes, mais permettent justement de pouvoir avoir un appareil à l'intérieur. Donc en termes de bruit, bah, les décibels, ça peut aller peut-être pour un salon, pour une chambre, des fois ça reste limite d'avoir un bruit en permanence au niveau du moteur. Mais c'est une solution qui peut être une alternative. En revanche, il y a toujours des autorisations à demander à la copropriété et non à l'urbanisme, puisqu'il n'y a plus de modification de l'aspect extérieur directement. Si ça vient sur votre balcon, par exemple, puisqu'il y aura une percée dans le mur qui sera faite, mais juste avec une sortie d'air. Vous avez plus d'unité extérieure. Donc ça, les climatisations monoblocs peuvent être utilisées à ce niveau-là. Alors concrètement, aujourd'hui, on a vu beaucoup de solutions qui étaient possibles. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, là, à la fin de ce webinaire? Est-ce que, bah, vous savez sur quoi partir, par où commencer, quelles solutions vous allez envisager? Sûrement pas et bien entendu, ce webinaire n'a pas vocation à vous donner un plan très détaillé à la fin pour savoir exactement ce que vous allez faire. Le mieux, c'est de faire un point sur votre copropriété. Donc vous pouvez nous contacter directement, par téléphone ou, par mail. Les informations s'afficheront et directement par notre page contact sur notre site internet. Donc on fait le point après sur votre copropriété en fonction des besoins. C'est plus spécifique au confort d'été, si c'est vraiment spécifique à votre logement. Il y a différents pôles, comme je le disais au tout début de cette présentation, avec le pôle individuel et copropriété. Et ça va permettre justement, d'identifier les problématiques majeures et voir les solutions qu'on peut vous proposer à ce niveau-là. Puisque nous, voilà, on fait vraiment ce côté conseil et accompagnement. On ne va pas faire de devis, on ne fait pas de travaux, on ne va pas conseiller d'entreprise puisqu'on est notre indépendant. En revanche, on vous accompagnera sur, les possibilités de mise en œuvre des solutions que vous désirez par rapport à vos objectifs. Et envisager les travaux de rénovation. Alors ça va être vraiment, voilà la clé du on va dire «du problème» entre guillemets, hein. C'est sans travaux de rénovation, malheureusement, les autres solutions, c'est elles sont intéressantes, mais des fois, bah, suffiront pas. Comme on l'a vu, c'est un combiné de plusieurs solutions, donc les travaux de rénovation sont plus qu'essentiels. Après, on peut pas rénover partout malheureusement, ça, faut faire le point. C'est pour ça qu'il faut venir, voilà, nous voir et nous consulter à ce niveau-là et la rénovation a vraiment son impact, hein, pas que pour l'hiver, pas que pour les consommations énergétiques, mais vraiment pour le confort d'été et vraiment c'est intéressant d'y penser au niveau collectif. Aujourd'hui, il y a des aides, il y a des accompagnements, il y a des choses qui sont faites pour les copropriétés et ça, on ne sait pas ce que ça donnera, en fait, dans la durée. Donc à ce niveau-là, n'hésitez pas à vous renseigner. Bien sûr, la partie réglementation, on en a vu une toute petite partie pour la clim. Je vous ai pas, fait des aspects réglementaires, hein, pour toutes les parties, ça serait, beaucoup trop lourd et voilà, ce serait pas spécialement le but de ce webinaire et mettre en place, bien sûr, les solutions qui ont été présentées. Donc voilà, concrètement, pour agir, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, hem c'est vraiment réaliser l'ensemble de ces solutions et puis, de les mettre en place, au sein de votre copropriété. Tout d'abord, si vous faites partie du conseil syndical ou, si vous faites pas partie du conseil syndical, mais que vous êtes intéressé d'en savoir plus, vous pouvez prendre contact avec votre syndic, votre conseil syndical, avec nous-mêmes, avec Montpellier Métropole et pourquoi pas, créer des fois des, temps d'échange aussi et des groupes de travail sur ces problématiques-là spécifiques. Il y a une copropriété que j'accompagne où ils se sont réunis en se disant: «Bon, ben, on a trop chaud dans notre logement, qu'est-ce qu'on peut faire?» et c'est après ils ont monté un groupe de travail qui n'était pas que le conseil syndical finalement, qui était d'autres copropriétaires également. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent se faire et vous pouvez être moteur dans votre copropriété pour aller plus loin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans le chat, j'ai pas pu regarder en direct, voir s'il y a eu des questions, par rapport à ce que j'ai dit. Si je n'ai pas été assez clair ou pas assez précis, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous apporter des précisions. Dans tous les cas, la présentation vous sera envoyée, d'une part, les questions-réponses également, je viendrai rajouter des liens et des compléments. Et voilà, pour information, il y a un webinaire copropriété sur, l'énergie au bois le 16 septembre, 18 h à 19 h, donc du coup après les congés à la rentrée. Je vous remercie, à tous pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous aura appris des choses et que les cas concrets vous auront paru, voilà, intéressants et réalisables par la suite. Donc, merci à tous et je regarde de suite s'il y a des questions. Alors je vois qu'on a eu une question. Alors je vais la relire. Côté sud, est-ce qu'il vaut mieux un Storban en toile ou bien essayer de mettre en place une casquette en aluminium avec lame amovible?
Alors ça, c'est une question intéressante. Dans ce cas-là, on va dire que le mieux, ça va être, d'installer quelque chose, déjà de base, donc que ça soit l'un ou l'autre, ça sera intéressant. Après, il faut voir les possibilités techniques déjà. Est-ce que, la casquette, en alu, et le Storban en termes de poids et cetera et en termes, parce que ça va falloir s'accrocher au mur, est-ce que c'est possible au niveau technique? Déjà premièrement, il va falloir regarder ça. Après les 2 sont intéressants. Choisir l'un ou l'autre, là, je ne saurais pas dire, je pourrais me renseigner plus en détail. Voilà, je note la question. Ah, j'aimerais des précisions sur la clim monobloc. Vous avez bien dit qu'il n'y a pas de bloc extérieur et donc pas besoin de demander d'autorisation à l'AG, au syndic ni au service d'urbanisme de la mairie. Est-ce que ces clims peuvent être réversibles? Alors tout à fait, ces clims peuvent être réversibles et effectivement, il ne faut alors il n'y a pas de besoin direct de ça dépend du secteur urbanistique, mais normalement on demande à l'urbanisme. Par contre, je me suis mal exprimé peut-être, hein, c'est qu'il y a, quand même un besoin de le demander en AG. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette clim monobloc, même si elle est à l'intérieur, vous allez avoir une prise d'air extérieure et cette prise d'air extérieure, elle se fait en perçant le mur. Et comme vous percez le mur et qu'il est collectif, ben là, à ce moment-là, vous allez être obligé de demander au niveau de l'AG, une autorisation et faire la lettre au syndic comme, je vous l'ai indiqué. Voilà, en espérant que ça réponde à votre question. Voilà, on a Sabrina Martel qui dit: «De carottage en façade avec pose de grille». Donc, voilà, c'est, l'explication un peu plus technique. Alors, si on n'a pas d'autres questions, bah, ce que je vous propose, c'est que je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Je vous remercie en tout cas d'avoir assisté au webinaire et d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cela vous a plu et effectivement, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous envoyer, à nous contacter via notre site internet avec Montpellier Métropole. J'attends encore un peu parce que je vois qu'il y a peut-être des questions qui arrivent. S'il y en a qui veulent rester encore. Merci pour les commentaires. Alors sur un pignon d'immeuble, donc pignon d'immeuble pour précision, c'est les petits côtés. Par rapport aux grandes façades qu'on peut avoir, mur aveugle en bordure de parcelle, mitoyen d'un jardin. Peut-on planter une vigne vierge dans le jardin voisin? Alors si j'ai bien compris la question, ça serait pas votre jardin. Donc si c'est pas votre jardin, il va falloir demander à qui ça appartient, si c'est notre copropriété ou non. Tout d'abord d'avoir toutes les autorisations, c'est comme des droits de passage, hein, si vous voulez. Ça, c'est tout à fait possible de le demander et de se mettre d'accord. Et puis après, sur la possibilité de planter une vigne vierge ou tout autre végétaux, là, à ce moment-là, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers le CAUE 34 qui, eux, vraiment auront, ce rôle de conseil au niveau des végétaux que nous, voilà, je ne m'étendrai pas dessus puisqu'on n'a pas cette connaissance-là. Mais effectivement, c'est tout à fait possible et voilà, est-ce que la vigne vierge est la plus adaptée? Voilà, ça, je vous laisserai en discuter avec le CAUE 34. Pas d'autres questions? Ben, je vous remercie à tous en tout cas pour, voilà, pour votre présence et puis je vous souhaite une, bonne soirée. N'hésitez pas pour ceux qui veulent mettre les dernières questions, j'y répondrai plus là en direct, mais j'y répondrai par la suite et on vous enverra tout ça par mail. Bonne soirée, au revoir.